Et en fait, ça a hyper bien fonctionné auprès des mariés. Et je pense que ça a aussi fait son effet auprès d'autres futurs mariés qui ont vu qu'on pouvait raconter une belle histoire dans une vidéo de mariage. Donc on va dire que c'est ça aussi qui m'a permis de signer mes premiers contrats par la suite. Aujourd'hui, j'accueille Pierre Froger dans le podcast, un vidéaste et un très bon ami avec qui j'ai commencé la vidéo. Dans cet épisode, on va voir pas mal de choses. On va voir notamment comment il a su se démarquer dans la vidéo de mariage, la gestion de plusieurs marques, mais aussi de son parcours qui n'était pas des masses destiné à la vidéo. Vous l'avez peut-être vu dans le premier épisode, mais l'idée c'est que vous ayez une partie de notre conversation justement en vidéo. Et si jamais vous voulez la discussion en entier, vous pouvez la retrouver dans le podcast audio. Je vous mets le lien du coup en description. Je vous laisse avec notre échange. Bon visionnage. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue dans cet épisode avec Pierre. Pierre, merci d'être là. Merci à toi de me recevoir. Ça fait plaisir d'être dans les locaux de Pile et Face. Trop cool. Ça va être sympa parce qu'avec Pierre, on se connaît depuis pas mal de temps. Ouais. On était tous les deux d'ailleurs dans Pile et Face. On a commencé la vidéo tous les deux. On vous parle un peu de notre parcours. Et aujourd'hui, tu es aussi dans la vidéo. Tu as ta structure, tu as différents projets. On va parler de toutes ces choses-là dans cet épisode. C'est pas facile à faire parce qu'on se connaît très bien, on n'est pas depuis assez longtemps. Ça va être intéressant j'ai quelques petites questions aussi pour toi, mais on va voir aussi le déroulé de cet entretien. Est-ce que pour ceux qui ne te connaîtraient pas, je trouve ça plus sympa que tu te présentes toi. Ouais. Parce que moi, je sais à peu près ce que tu fais et comment tu le fais, mais je préférais que tu te présentes si tu veux bien. Avec grand plaisir. Écoute, je m'appelle Pierre Froger. J'ai 28 ans et je suis donc vidéaste professionnel. Ça depuis 2019. Je reviendrai peut-être un peu après sur le parcours, comment j'en suis venu à faire de la vidéo. Mais ouais, globalement, c'est ça, vidéaste donc professionnel depuis 2019. J'ai actuellement ma structure avec un salarié dedans. Et puis basé à Paris depuis 1 an et demi. Et voilà, globalement, dans les grandes lignes. Tu peux préciser aussi un peu quel type de vidéo tu fais ? Est-ce que tu as plus une spécialisation, un truc ? Ouais, après, peut-être qu'on pourra en reparler plus en détail, mais j'ai la particularité d'avoir plusieurs entités au sein de mon activité. C'est vrai que moi, j'ai démarré en 2019 avec mon nom de marque qui s'appelle Pierre Froger, avec lequel j'ai fait mes premières vidéos pour les entreprises, etc. Et petit à petit, effectivement, j'ai fait évoluer mon activité avec, entre autres, les films de mariage, pour lesquels j'évolue depuis 2021, depuis 3 ans, avec une entité qui s'appelle Pierre Froger Films, mais qui a son compte Instagram, son site internet dédié. Donc vraiment essayer de se démarquer du côté corporate avec lequel j'ai démarré. On en reviendra un peu sur cette partie mariage, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et, pas mal de trucs. Alors ceux qui sont en audio, vous n'allez pas forcément le voir, mais en vidéo, je montre aussi à l'écran les vidéos que tu peux faire. Il y a eu un vrai step-up, parce que moi je te connais depuis pas mal de temps dans la qualité de tes vidéos, et en particulier en mariage, parce que t'as un positionnement qui est en train de shifter, que tu nous expliqueras aussi un peu tout à l'heure. Ouais, après, depuis peu également, j'ai lancé donc une agence vidéo qui s'appelle Actuel. On pourra en reparler aussi tout à l'heure, mais qui là, justement, est aussi une autre entité, justement pour l'accompagnement au contenu vidéo pour les entreprises, pour les marques. Puis à côté de ça, en projet secondaire, je développe aussi une 4e entité, qui est un média podcast qui s'appelle Vite Vidéaste, que j'ai lancé pendant le Covid en 2020 et qui a pour but de mettre en avant les vidéastes francophones à travers différents contenus. Donc on sort un peu de la production audiovisuelle, mais c'est aussi un projet qui me tient à cœur et que j'essaie de développer. Donc c'est un peu les différentes entités que je développe depuis 2019 à mon compte. Donc voilà. Du coup, tu as commencé avec la partie corpo. Ensuite, tu es passé sur du mariage, tu as plus développé cette partie-là, mariage. Est-ce que pendant que tu as switché, où tu as été vers la vidéo de mariage, tu as continué un petit peu du corpo, ou tu t'es mis full le mariage en mode vas-y, je vais aller là-dedans, quoi? Non, j'ai toujours continué à faire les deux. Ça s'est toujours assez bien marié du fait que le mariage, c'est plus sur une saison estivale, là où le corpo, on peut en faire toute l'année. Donc j'ai toujours réussi à matcher un peu les deux, sans forcément mettre l'accent sur un ou l'autre précisément. Comment est-ce que toi t'es tombé très tôt dans la vidéo? Est-ce que c'est arrivé sur le tard? Comment ça s'est passé? Ouais, un peu comme toi, hein. C'est vrai que on se connaît bien, tu vois, on a un parcours qui est assez similaire. Moi je suis pas non plus tombé avec une caméra dans les mains. J'ai découvert ça assez tard. C'était en 3e année de licence. À l'époque j'étais en fac d'économie-gestion. Et à cette période-là, j'avais prévu à la fin de l'année de partir en Australie. Et je sais pas pourquoi, à ce moment-là, je fréquentais pas du tout YouTube, alors que c'était quand même il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 6-7 ans. Mais avant ça, je fréquentais pas forcément YouTube. Et cette année-là, j'ai commencé à
commencer à regarder des créateurs sur YouTube. Et je suis tombé notamment assez fan de Casey Neistat, donc, qui est un vlogueur américain. À l'époque, je parlais pas du tout anglais, mais j'étais assez fasciné par le fait que il nous emmenait tous les jours dans son quotidien, il racontait des histoires et on se prenait vachement dans les histoires qu'il racontait. Et petit à petit, voilà, j'ai commencé à regarder d'autres créateurs, etc. Et voilà, je trouvais ça hyper intéressant, voilà, de raconter des histoires à travers la vidéo. Et petit à petit, voilà, ça a commencé à germer dans ma tête de pourquoi pas acheter ma première caméra. Et c'est vrai que le départ en Australie a été un peu le déclic parce que je suis parti 1 an et je me suis dit à ce moment-là, j'achète ma première caméra, je vais essayer de faire mes premières vidéos. C'était quoi? Est-ce que tu avais un but, tu vois, genre quand tu prends ta première caméra, tu te dis vas-y, je vais faire du Casey Neistat ou je vais faire une vidéo de voyage ou Ouais, non, il en est ressorti des mini vidéos, tu sais, un peu ce qui se voulait peut-être un peu cinématique, je sais pas, mais non, je voulais pas forcément faire quoique, enfin, c'est vrai que j'aimais bien le format vlog à ce moment-là, je trouvais ça hyper intéressant de retranscrire ce qui arrive autour de soi, essayer de raconter son quotidien. Mais malgré tout, je ne l'ai pas mis en application. Donc non, une fois en Australie, je faisais des petites vidéos très, très simples. Mais c'est à savoir que quand tu pars en Australie, tu achètes une caméra, est-ce que tu sais t'en servir? Ou est-ce que tu vas en mode vas-y, je vais. Ouais, ok, non, donc t'as pas de base, quoi. Pour ceux qui ont la référence, c'était une petite caméra Canon G7X, Ouais. donc qui était assez adaptée justement pour les caméras vlog, mais très, très compacte qu'on peut avoir dans la poche. Donc c'était pas un réflexe avec énormément de boutons. Enfin, c'était des modes très simples. Mais non, franchement, moi je connaissais pas vraiment à ce moment-là encore les réglages. Je regardais pas vraiment de tutos vraiment dédiés à la vidéo. Mais c'est vraiment en Australie par contre que je me suis pris de passion pour ça, que j'ai commencé vraiment à apprécier faire ça. Et à mon retour en France, donc fin 2017-2018, donc je reviens à Nantes, je reprends mes études. Et c'est là que je me dis, je vais essayer d'essayer de pousser la chose un peu plus, en commençant à me former, en commençant à acheter un peu de matériel, etc. Et puis je fais ma rentrée donc, en master à Nantes. Et à ce moment-là, je fais une rencontre déterminante qui, mine de rien, c'est vrai qu'avec du recul, le fait de t'avoir rencontré, ça a été quand même assez déterminant dans la motivation que j'ai pu avoir à continuer à faire de la vidéo. Je pense qu'on s'est aussi motivé mutuellement. On s'est motivé et c'est vrai que du coup on s'est rencontrés tous les deux. Naturellement, on a commencé à échanger. On a vu qu'on était tous les deux passionnés de vidéo. Ce qui est assez drôle, c'est que je pense que tu étais à peu près au même stade que moi, à l'IFAC. Tu venais aussi de te prendre de passion pour ça. Donc on s'est assez bien trouvés. On était tous les deux avides d'apprendre un peu plus à faire des vidéos, etc. Parce que faut savoir aussi que en fait, notre école avait pas de partie vidéo et en fait, ils avaient des petits projets un peu simples à mettre en place. Et donc, du coup, on a créé un espèce de, comment ils appelaient ça, le clan vidéo, non, c'était un espèce de crew, un crew vidéo pour faire des petits projets comme ça avec l'école. C'était absolument pas rémunéré, c'était absolument pas. C'était plus, nous, on aimait bien toucher à des caméras. Eux, ils voulaient faire des petites interviews. Je m'en souviens, on avait des petits concours, on faisait ça, etc. Et donc, ils demandaient qui est-ce qui était chaud pour faire des vidéos. Et nous, il se trouve qu'on était chaud. Ouais. Donc, c'est assez intéressant ce que tu dis, c'est qu'on était à peu près au même moment. On avait plus ou moins le même background, parce que j'avais fait l'Australie aussi. En plus, on était arrivés à peu près au même moment où on découvrait tous les deux les caméras. Et du coup, il y a une espèce de... on s'auto-motivait, tu vois. Parce que du coup, on a grossi, mais on a appris assez rapidement. Ouais. Et donc, du coup, on essayait d'aller chercher le truc d'après, de qu'est-ce qu'on peut maîtriser, quel matos, quel projet, etc. Et ça, c'est assez cool. Je pense qu'on a eu de la chance de trouver des gens un peu, que ce soit toi, moi ou les gars aussi, qui sont intéressés par ça. Parce que je pense en tout cas, moi, je parle pour moi, mais j'aurais été tout seul. Je pense pas que j'aurais été aussi chaud, tu vois, de me dire, vas-y, la vidéo, il y a un truc à faire, quoi. En vrai, exactement pareil. Ouais, c'est clair. On se motivait un peu et on a commencé, pour la petite histoire. Donc, on a eu cette histoire de club, le club vidéo, c'est ça qu'ils appellent. Club vidéo, c'était horrible, on voulait pas s'appeler comme ça. Et après, on a commencé. Comment ça s'est passé? On a commencé nos premiers projets. On a eu un premier projet payé. Ouais. Après, toi, t'es à l'initiative quand même de ce qui est encore Pile et Face, le nom Pile et Face, que tu m'as demandé de rejoindre, que j'ai fait avec plaisir. Et après, effectivement, à partir de là, donc c'était en format association à l'époque. Oui, c'était une association. Et à partir de là, on a eu des premiers projets rémunérés.
Ouais, pour un festival de musique, pour un spot télévision. Est-ce que à ce moment-là, tu te souviens si toi, tu te formais à côté? Tu vois, parce que quand on arrive dans cette partie à sauce, on n'a pas encore des bases de fou. Tu te souviens, toi, ce que tu faisais? Est-ce que tu mangeais des tutos? Est-ce que tu mangeais des formations? Enfin, tu vois, comment t'as appris un peu, tu sais, faire les bons réglages, les machins et tout? À ce moment-là, ouais, je pense que je commençais à me former à la vidéo, mais pas qu'à la vidéo. Je sais que j'aimais bien me former aussi sur la création visuelle, Photoshop, etc. Je sais qu'à ce moment-là, c'était pas vraiment purement vidéo, c'était plus essayer de développer voilà, mon côté créatif de différentes manières. Euh, donc, je sais que forcément, je me formais avec la partie théorique. On essaie aussi de se former avec la partie pratique sur le terrain. Mais à cette époque-là, j'étais pas non plus mordu de tutos en mode j'essaie de me former. Je pense que c'est venu un peu après, enfin un peu au fur et à mesure, naturellement. Mais ouais. Est-ce que sur le coup, tu te dis quand même, genre, la vidéo, il y a un truc à faire dedans à ce moment-là ou Non, parce que même toi, tu te souviens, à cette période-là, en fait, pour recontextualiser, donc on était en école de management, donc rien à voir avec l'audiovisuel, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais en fait, c'est vrai qu'on n'avait rien à voir avec l'audiovisuel. Donc c'est ça aussi qui faisait que c'était hyper cool de s'être rencontrés, parce que rien ne nous prédestinait à être tous les deux fans d'audiovisuel en école de management. Donc ça, c'était un peu la particularité quand même de l'école. Et c'est vrai que cette école-là, elle était assez orientée entrepreneuriat, etc. Et moi, à cette période-là, je m'étais mis en tête de potentiellement créer un concept food donc dans la restauration, qui n'avait rien à voir avec l'audiovisuel. Mais c'est vrai que l'Australie, ça m'avait aussi ouvert l'esprit, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai un peu toujours eu envie de faire, d'entreprendre, de créer ma propre activité. Je ne savais pas forcément dans quel secteur. Et c'est vrai que, je ne sais pas, la restauration, c'était venu naturellement. Mais après coup, moi, je m'étais rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était de construire une marque autour d'un concept. En l'occurrence, c'était dans le domaine de la restauration. Mais à ce moment-là, c'est vrai que j'étais aussi pas mal pris par ce projet-là. Donc, je divaguais entre la vidéo et ce projet-là. J'avais fait une année d'alternance aussi dans le sens plus de la restauration. Donc, pour le coup, je me projetais plus dans aller dans la restauration plutôt que aller vraiment dans la vidéo. Mais après, le switch s'est fait un peu à la fin des études, où je me suis dit, mais en fait, ça va pas être possible. Enfin, pourquoi? parce qu'en fait, je me suis rendu compte bien trop tard que c'est un secteur qui me plaisait pas plus que ça, qui me passionnait pas. En fait, moi, ce qui me passionnait, c'était de créer une marque, de créer, ouais, c'est ça, un branding, le marketing autour de ça. Mais vraiment aller. Enfin, je commençais à faire les recherches de local, etc. Mais je me suis dit, mais enfin, je vais pas pouvoir, ça me correspond pas. Là où justement, la vidéo, de plus en plus, je voyais le côté hyper créatif, je voyais aussi le côté d'être beaucoup plus libre dans son activité, etc. Et en fait, voilà, à la fin des études, la balance a commencé à se faire, et c'est comme ça que finalement, j'ai fait le choix de me dire, je teste la vidéo, et puis on verra bien ce que ça donne. Et au final, ça s'est fait naturellement, ça a tendu naturellement plus vers la vidéo, mais ça s'est fait un peu sur le tard, ouais. C'est marrant, t'as dit un truc qui m'a intéressé, t'as dit plein de trucs qui m'intéressaient. T'as dit, moi ce qui me chauffait avec la partie restauration, c'était un peu de créer une marque et d'avoir tout l'aspect marketing et tout derrière. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Tu vois, est-ce que c'est ça qui t'attire dans le fait de créer des projets, cette partie justement, tout ce qu'il y a autour de la marque, quoi? Ouais, j'aime bien ça. Je saurais pas dire pourquoi, mais c'est des choses que j'aime bien. Ça reste en fait créatif. J'aime bien, par exemple, avoir des idées concernant des noms, des logos, des chartes visuelles, etc. C'est des choses qui me plaisent bien. C'est aussi peut-être pour ça que je diversifie mes activités pour peut-être indirectement recréer, je sais pas, des nouvelles choses. Mais non, ouais, disons que c'est un côté qui reste créatif, qui me plaît aussi. C'est vrai qu'on a aussi cet aspect managérial de par nos études qui fait qu'on a été aussi sensibilisé à ce genre de choses, la partie communication, marketing, que mine de rien, aujourd'hui, on met aussi à profit dans nos activités dans la vidéo. Mais c'est vrai que non, c'est quelque chose que j'essaie de continuer à
à mettre à profit aujourd'hui dans mon activité. Ouais. Et du coup, cet aspect un peu création de marque, est-ce que tu penses si tu avais rencontré des gens en études qui faisaient un peu autre chose, tu vois, pas spécialement de la vidéo, si tu vois, tu avais commencé, je sais pas, à tester, je vais dire du dropshipping, non, mais tu vois, genre une autre activité, est-ce que tu penses que tu aurais pu aller vers cette voie-là, ou tu avais quand même ce côté, enfin, pas passion vidéo, mais le côté, enfin, fallait que ça tourne autour de la création d'images, tu vois, ou tu vois, si tu avais pu créer une marque dans autre chose, tu l'aurais fait? Non, je pense que quand même la vidéo, c'est quelque chose pour lequel je me suis vraiment pris de passion. Et moi, ça me paraissait naturel de partir dans ce domaine, dans ce domaine-là. Donc, je pense que j'aurais quand même souhaité garder, on va dire, un domaine créatif si jamais j'aurais dû partir autre part. Donc, ouais. Ok. Donc là, on arrive à la fin des études. Ouais. À la fin du bac+5, tu te dis que voilà, tu as envie de te lancer un peu dans la vidéo. À ce moment-là, on est encore en assos. On est 4 dans cette association-là. Il y en a 2 qui partent faire un peu leur voie. Nous, clairement, on était un peu plus mordus de vidéos, je pense qu'eux, un peu plus passionnés, etc. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce qu'il y a un moment où chacun prend un peu ses différentes voies. Est-ce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que tu voulais, toi? C'était justement créer cet aspect un peu identité? Est-ce que c'était faire ton propre truc? C'est vrai que quelques mois avant la fin, toi, tu nous avais annoncé que tu voulais vraiment continuer la vidéo. Donc, toi, tu avais déjà aussi cette volonté de continuer dans la vidéo. Moi, je sais que c'était encore flou, je ne savais pas trop. Donc, en fait, moi, j'étais un peu dans le flou de Max, lui, il continue dans la vidéo. Est-ce que moi, de mon côté, est-ce que j'ai envie de faire ça? J'étais encore dans le flou par rapport à ça. Si oui, j'ai envie de faire ça, est-ce que je fais ça de mon côté? Est-ce que je continue avec lui? Le fait est que toi, à ce moment-là aussi, tu avais décidé de partir au Canada, t'installer au Canada. Donc forcément, ça avait créé aussi une distance sur le fait que pendant une durée indéterminée, toi, tu allais aussi lancer ton activité là-bas. Donc à partir de là, de toute façon, moi, je savais que tu allais continuer ton activité. Moi, effectivement, il y avait toujours ce moment de doute qui finalement s'est estompé avec l'arrivée de premiers projets qui se sont faits assez rapidement. Et puis en fait, c'est comme ça que je me suis dit, voilà, moi, je vais me lancer de mon côté, tester de mon côté, et puis voir ce que ça donne. Et puis, effectivement, la transition s'est faite assez naturellement parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir... donc, à l'époque, j'étais donc en Loire-Atlantique et j'ai eu la chance d'avoir un ami qui était directeur de cinéma et en fait, qui m'a directement recommandé à ses clients pour faire des petits spots TV qu'on avait eu l'occasion de faire pendant qu'on était en études. Et c'est vrai qu'en fait, ça m'a permis directement d'avoir des premiers projets et de me mettre rapidement dans le bain de la création en micro-entreprise, donc avec l'élaboration de devis, de factures, les premiers storyboards, etc. Et en fait, naturellement, je suis parti dans le bain des projets vidéo sans trop m'en rendre compte. En fait, ça s'est enchaîné assez rapidement. Et puis petit à petit, ça a démarré comme ça, donc fin 2019. Et puis après, au final, on a vite switché vers le Covid début 2020, donc où ça a été aussi une période assez particulière. Mais ouais, c'est vrai que début de 2020, moi, je commençais à avoir mes premiers clients. L'activité commençait à se développer tranquillement, hein. C'était les débuts. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, je commençais aussi à créer un peu du contenu sur Instagram, etc. Donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé à lancer, on va dire, mon activité officiellement. Est-ce que quand tu te lances en 2020, quand tu commences à avoir tes premiers contrats un petit peu justement avec les cinémas avec tes différents clients, toi qui étais, et moi aussi, mais tu vois, vu qu'on était plusieurs, comment tu te sentais quand justement tu lançais ces premiers contrats-là? Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu étais serein? Est-ce que tu étais confiant? C'était quoi ton état d'esprit sur tes premiers projets solo en fait finalement? Je pense que j'étais un peu moins confiant que quand on était tout seul. Moi, c'est vrai que ce qui me manquait, et en vrai, avec du recul, je le regarde un peu avec de la mélancolie. C'est vrai que je trouvais que la dynamique de groupe qu'on avait à l'époque, elle était vraiment hyper chouette. Tu vois, je prenais énormément de plaisir à travailler sur les projets qu'on avait ensemble.
Et c'est vrai que dès que tu te retrouves du jour au lendemain entre guillemets, tout seul à gérer tes trucs tout seul sans forcément avoir le retour de l'équipe autour de toi, c'est vrai que avec du recul, je sais plus comment je l'analysais, mais c'est vrai que forcément il y avait un vide, tu vois, indirectement. Tu passes d'une équipe où on était sur des projets, à la fin on était 3, voilà, on se marrait aussi sur les tournages, on prenait énormément de plaisir, où là t'es tout seul un peu à gérer ton projet. Ouais, c'était forcément différent, mais malgré tout, voilà, dans tous les cas je me disais c'est comme ça, il va falloir que je développe la chose, et après ça l'a fait. C'est vrai que ça a aussi des avantages et des inconvénients d'être tout seul ou en groupe, mais parce que le groupe, c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai qu'on rigolait bien. Il y a l'aspect aussi, pas rentabilité, mais vu qu'on était en format association et qu'on était en alternance tous les deux, chacun de notre côté, et les études en plus, on n'avait pas du tout ce souci de faire une vidéo qui est, pas rentable, mais je veux dire, qui peut nous couvrir nos frais à nous, entre guillemets. Si on l'avait fait, on aurait, je pense, eu aucun projet parce qu'on était 4 et payer 4 personnes, etc., c'est pas facile. Mais aussi, tu vois, moi, par rapport à ça, c'est que moi, j'ai des souvenirs aussi où moi, c'était le projet que je portais beaucoup. Tu vois, j'étais hyper content de faire ça et du coup, j'étais, pas pushy, mais j'étais à fond là-dedans, quoi. Et à un moment, je me suis demandé, toi qui as toujours voulu, tu vois, avoir ta marque, créer ton entité, etc., je me suis dit aussi que peut-être je ne laissais pas assez de place, ou peut-être, tu vois, c'est l'association, quand tu fais de la vidéo comme ça, c'est pas mal quand tu as les deux qui sont plus ou moins sur la même échelle ou, tu vois, au même endroit. Je sais pas si toi tu l'as senti, ou tu vois, est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles tu as voulu créer après ton truc derrière, ou pour avoir ton truc à toi, faire un peu ce que tu veux, ou je pense qu'au moment où on faisait nos trucs, j'avais pas, tu vois, cette prétention-là. En fait, moi, à ce moment-là, en fait, quand on était ensemble, moi, je voulais juste, tu vois, qu'on prendre du plaisir à faire des vidéos. Tu vois, je pense que je m'imaginais pas encore créer forcément mon truc à moi tout seul. C'est vrai que mine de rien, Pile et Face, c'était un peu ton initiative aussi. Donc ça paraissait, tu vois, tu paraissais peut-être plus légitime à prendre peut-être le lead sur certains projets, etc. Donc moi, par rapport à ça, j'avais aucun souci avec ça. Donc non, mais j'étais pas... Ok. Ouais. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, t'as chié la question. Ok, est-ce que au moment où tu commences à faire des projets pro, t'avais déjà l'envie de faire des vidéos de mariage? Au tout début, en 2019, non. Ça m'est venu au fur et à mesure, voilà. Parce que c'est vrai que on avait un peu cette vision similaire tous les deux au moment où on a démarré la vidéo, que on voulait que la vidéo ce soit un moyen pour raconter des histoires, créer de l'émotion. Et du coup, moi, en fait, naturellement, je commençais mes projets corpo. Je voyais que dans le corpo, on avait c'était plus difficile d'accéder à cette vision-là. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter justement le mariage qui, justement, est plus apte à décupler les émotions, à raconter une histoire. Et naturellement, je me suis dit, pourquoi pas tester, ouais. Comment ça se passe du coup quand tu te lances quand tu te dis, ok, je vais tenter la vidéo de mariage? Est-ce que, tu vois, parce qu'en fait, tu n'avais rien à montrer en soi, tu n'avais pas de portfolio et tout. Comment ça se passe? T'étais le tout début de la vidéo de mariage? C'est là que le gars Max intervient. Non, parce qu'en vrai, avec du recul, c'est toi qui me recommande à un couple qui t'est proche pour le premier mariage. Parce qu'effectivement, quand tu n'as rien à montrer, c'est compliqué en fait de te vendre. Donc en fait, tu essaies de montrer ton travail, mais qui n'est pas dans l'univers du mariage. Donc c'est dur pour les gens de se projeter. Donc c'est pour ça qu'en fait, en général, comme pour la majorité des gens, tu commences peut-être avec l'entourage, etc. Donc indirectement, nous, ça a été la recommandation grâce à toi. Et c'est comme ça qu'en fait que j'ai pu faire mon premier film de mariage, qui à l'époque justement était une prestation photo-vidéo. Donc tout ce que je déconseillerais aujourd'hui. Mais à l'époque, effectivement... pour pas mal de choses, pour le fait que c'est pas le même métier. Le mariage, c'est un type de vidéo qui est compliqué, avec beaucoup de pression tout au long de la journée sur le fait d'être là au bon endroit, au bon moment, pour avoir la bonne émotion, pour capter le bon moment. Et quand forcément on doit à la fois penser à la photo et la vidéo, c'est très compliqué, et forcément un des deux en est
en est handicapé. Donc, non, c'est pas du tout quelque chose que je recommande si on a envie de faire un travail qualitatif. Donc, malgré tout, c'est quelque chose que j'ai fait au tout premier mariage. Mais justement, dans l'optique de créer un portfolio. Et puis, à partir de là, sur ce premier film de mariage, j'ai construit mon site internet, j'ai construit mon compte Instagram. Je me suis inscrit aussi sur des plateformes spécialisées à l'époque pour justement commencer à avoir des demandes entrantes sans avoir trop de choses à montrer. C'était quoi comme plateforme? C'est les plateformes classiques quand on démarre dans le mariage, à savoir mariage.net, donc qui est un peu la plateforme de référence pour les prestataires de mariage, qui est une sorte de Google, on va dire, des prestataires de mariage, avec tous les prestataires possibles qui sont référencés par région, etc. Et donc ça, c'est toujours une bonne chose pour commencer, parce que quand on n'a rien à montrer, quand on n'est pas visible, mariage.net nous offre cette visibilité-là. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a aussi un autre intermédiaire qui s'appelle ThankYou. Donc c'est les deux plateformes que je peux recommander pour démarrer. Et voilà, à partir de là, en fait, je démarre, on va dire, moi, ce que je considère vraiment ma première saison, donc à l'été 2021. Parce que c'est vrai que ce mariage-là que je fais pour la première fois, c'est en 2020, donc c'est encore en contexte Covid. Ouais. Mais moi, je considère vraiment mes débuts dans la vidéo de mariage à l'été 2020, où effectivement, avec ce premier mariage fait l'année d'avant, je réussis à signer 9 mariages. Et c'est là, en fait, que je commence à construire mon portfolio et que je commence à avoir des choses à montrer. J'étais conscient que cette vidéo-là, c'était un peu l'élément déclencheur du futur dans la vidéo de mariage, parce que si elle n'était pas bien, si elle ne plaisait pas, après ça va être compliqué pour moi d'attirer des nouveaux mariés, on va dire. Donc j'ai aussi attaché de l'importance à ce qu'elle soit bien, qu'elle ait du sens. Donc j'ai fait des choses que, même à l'heure actuelle, je n'ai jamais refait. Pour la petite anecdote, ce mariage-là, c'était dans la ferme de la grand-mère de la mariée. Et j'étais venu la veille pour interviewer la grand-mère de la mariée et justement lui poser des questions sur sa petite fille, le ressenti qu'elle avait, etc. Et en fait, j'ai essayé de construire aussi une histoire autour de ça. Et en fait, ça a hyper bien fonctionné auprès des mariés. Et je pense que ça a aussi fait son effet auprès d'autres futurs mariés qui ont vu qu'on pouvait raconter une belle histoire dans une vidéo de mariage. Donc, on va dire que c'est ça aussi qui m'a permis de signer mes premiers contrats par la suite. Ok. Ouais, donc tu étais dans une stratégie où, en fait, même si vu que c'était les premières vidéos, le tarif n'était pas non plus hyper élevé, etc., mais tu t'impliquais à 100%. Est-ce que tu savais déjà que c'était justement pour anticiper les prochains projets? Tu avais déjà cette idée-là de se dire ça va être ma carte de visite, donc il faut que je donne tout? Ouais, bien sûr. Ouais, j'en étais conscient et c'est pour ça que je me suis dit faut qu'elle soit bien cette vidéo, tu vois. Faut qu'elle donne envie parce que c'est comme ça que je vais être jugé pour l'année suivante. Et t'en étais content de la vidéo, toi? Très sincèrement, pour avoir fait photo et vidéo, avec du recul, forcément, y a des choses à améliorer, mais oui, j'en étais content, ouais. C'était une vidéo qui était chouette, qui résumait bien la journée. Donc, c'était une bonne vidéo pour démarrer, quoi. Donc, du coup, tu passes à 9 mariages l'année d'après. Entre guillemets, peut-être pas dans les premiers, mais du coup, au milieu, tu commences à avoir pas mal d'expérience. Peut-être à faire, je sais pas, peut-être moins d'erreurs ou à avoir tes habitudes, des choses comme ça. Ouais, à ce moment-là, pour le coup, je commence vraiment à m'intéresser un peu à ce secteur-là. Il faut savoir que la vidéo de mariage et le mariage en général, c'est un monde à part entière, en fait. Il y a énormément de personnes qui gravitent dans l'univers du mariage en France. Énormément de prestataires de tous bords, des photographes, des coiffeurs, des wedding planners, etc. Donc c'est une sorte de microcosme qui regroupe énormément de personnes. Et en fait, moi j'ai commencé un peu à m'intéresser à ce milieu-là, à qui composait aussi ce milieu-là, que ce soit en photo, en vidéo, pour vraiment comprendre aussi les attentes, les tendances du marché, etc. Donc j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ça. Et pour justement essayer aussi dans mes films de mariage d'être le plus possible dans ce qui se fait, essayer de raconter les histoires comme il est bien de faire. Donc j'ai essayé de m'immiscer au maximum pour être le plus pertinent. Ouais. Et du coup, les vidéos de mariage, c'est très saisonnier. C'est souvent en plus printemps jusqu'à automne un petit peu. Entre chaque partie, qu'est-ce que tu fais, tu vois? C'est à ce moment-là que comment tu occupes tes journées? Là, je suis là, tout le reste de l'année, je suis là et je fais ça. Non, pas du tout. Non, après, le reste de l'année, je l'occupe avec
toujours à l'époque avec mon entité Pierre Froger à des projets corpo assez divers, sur de l'événementiel, sur du format interview, du corporate un peu global, dans différents secteurs d'activité. Donc, Comment tu fais pour avoir, d'un côté, tu as les vidéos de mariage où tout est beau, il y a du sourire et de l'émotion et tout, et ensuite tu passes après dans le côté très froid, non chaleureux de l'entreprise et tout. Non, ça te saoule pas? Enfin, tu le vivais bien ce truc-là? Ouais, non, j'ai jamais trop cherché à comparer les deux. En fait, je sais que c'est deux choses différentes. Je prends du plaisir dans chacun des secteurs. Forcément, effectivement, le mariage, c'est des journées qui sont chouettes parce que les gens sont de bonne humeur, mais c'est aussi des journées qui sont dures en termes de création vidéo, avec beaucoup de pression, etc. Là où les projets corpo, en fonction des projets, c'est aussi hyper intéressant, où on apprend aussi des fois sur des secteurs d'activité, etc., avec des enjeux aussi qui sont différents. Donc on va dire que j'apprends à chaque fois de chaque domaine pour faire en sorte que je m'ennuie pas et que je trouve ça intéressant. Ouais. Ok. Donc là, on arrive... Enfin, tu finis, c'est 2021, du coup, tu as fait une dizaine de mariages en tout, avec ton premier. Tu es déjà en train de préparer, du coup, la saison d'après? Ouais, exactement. Et c'est là vraiment que je me dis que je veux vraiment faire de la vidéo de mariage une activité à part entière, et que je décide justement de créer une entité de marque dédiée à ça, donc qui s'appelle Pierre Froger Films. On n'est pas loin, c'est toujours rattaché à ma personne. Et c'est vrai que dans l'univers du mariage, c'est plus intéressant justement de rattacher. Je pense que justement, au contraire de la partie corpo, dans l'univers du mariage, je pense que c'est plus pertinent d'incarner une personne avec son nom. Pourquoi, tu penses? C'est gage de confiance, c'est gage aussi de qualité. Je pense que si on s'appelle, je sais pas, wedding vidéo production, je pense que c'est moins gage de confiance. Ouais, c'est moins personnalisé. C'est moins personnel. Ouais. Parce que c'est vrai que le mariage, c'est 100% humain, donc il faut que les gens aussi sachent à qui ils ont affaire pour immortaliser leur journée. Je pense que c'est quand même plus pertinent de savoir à qui on a affaire, et que ce soit vraiment un interlocuteur qui soit dédié. Par rapport à ça, je trouvais plus intéressant que ce soit mon nom qui soit dessus. Donc vraiment à ce moment-là, je me dis, voilà, ça peut être intéressant de différencier la partie corporate, création de contenu que j'avais à ce moment-là avec Pierre Froger, avec une entité dédiée à ça. Donc un compte Instagram dédié, un site internet dédié. Et à partir de là, je commence à m'immiscer encore plus dans ce secteur. Je commence aussi à côtoyer des personnes de ce secteur-là, à commencer à faire mon réseau d'abord en Loire-Atlantique, puis à Paris. Et puis après vient rapidement la saison de 2022, qui là a été, on va dire, un peu le tremplin pour moi, avec vraiment, on va dire, la première saison véritablement pleine, même si la première saison était intéressante, mais là avec plus de 20 mariages. Okay. Et le switch aussi à ce moment-là sur Paris, qui a été aussi un déclencheur dans l'évolution de mon activité. Ah ouais, tu l'as vu la différence quand t'es arrivé sur Paris, je veux dire. Ouais. En termes de réseau, et aussi en fait dans l'accès à une nouvelle clientèle. Parce que c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler avec une clientèle internationale, avec laquelle je travaille beaucoup actuellement. Parce que c'est vrai que depuis 2021, il y a eu pas mal de parcours qui a été fait. Et aujourd'hui, effectivement, je m'adresse à une clientèle qui se veut haut de gamme en France et à l'international. Et effectivement, Paris, pour ça a été le tremplin, forcément, parce que Paris, pour les étrangers, c'est la ville de l'amour, et il y en a beaucoup qui se marient à Paris. Et c'est vrai que pour moi, ça m'a permis de rencontrer des gens qui travaillaient avec cette clientèle-là, de les côtoyer et de petit à petit pouvoir collaborer aussi avec eux. Donc c'est ça aussi qui m'a permis de faire évoluer mon activité dans ce sens-là. Ouais. Donc à ce moment-là, je commence à avoir cette stratégie-là, mais je la mets pas forcément en application. Effectivement, Paris, ça a été le premier déclencheur, et l'autre déclencheur qui m'a permis de faire évoluer aussi mon portfolio, ça a été ce qu'on appelle dans le milieu les shootings d'inspiration, qui sont en fait des regroupements de plusieurs prestataires du mariage. Donc tous les corps de métier généralement se regroupent autour d'un projet créatif, avec généralement des modèles qui vont jouer le couple de mariés, mais justement dans l'optique de
de créer des scénographies liées au mariage pour justement créer des images à montrer aux futurs clients et à montrer après aux blogs spécialisés aussi dans le mariage pour justement faire progresser la légitimité dans le secteur, etc. Et en fait, moi, à mon arrivée à Paris, j'ai commencé à en faire plusieurs. Petit à petit, c'est vraiment quelque chose que j'ai intégré à ma stratégie de communication. Et en fait, c'est ça qui m'a permis, dans un premier temps, de côtoyer des prestataires, on va dire, un peu plus haut de gamme, que ce soit des wedding planners, des photographes et tout autre prestataire. Et aussi d'améliorer mes images avec l'apparition de modèles dans mes vidéos, etc. Qui forcément, dans la communication, permettent d'avoir des choses plus esthétiques à montrer. Et c'est ça aussi qui m'a permis de monter en gamme dans ce que je pouvais montrer. Ça a vraiment été les shootings d'inspiration et le réseau qui en a découlé. Ouais. Pourquoi tu as voulu monter en gamme, tu vois, dans cette partie-là, mariage? C'est la volonté d'un point de vue business, c'est de se dire, quitte à aller dans une industrie, autant essayer d'aller, on va dire, le plus loin possible. C'est vrai que la logique, c'est d'essayer de faire mieux à chaque fois. Donc forcément, moi, je trouvais ça intéressant pour ça, d'essayer d'aller vers une clientèle qui se veut plus haut de gamme. Et après, c'est la logique de se dire, quitte à se lancer dans un secteur, autant essayer d'aller faire les plus beaux mariages possibles, entre guillemets. J'y suis pas encore, mais... Question, est-ce qu'aujourd'hui tu choisis des mariages, tu vois, est-ce qu'il y a des mariages où tu dis, écoutez, je suis plus trop, ça m'intéresse moins, quoi? Non, j'essaie de ne pas les choisir. Non, globalement, en tout cas, indirectement, la sélection, elle se fait aussi par le prix. C'est bête, mais on va dire que là, je rentre dans une grille tarifaire où peut-être des mariés peuvent pas se permettre ça, sachant qu'en vidéo, la particularité qu'on a, c'est qu'on arrive souvent aussi en dernier dans le choix des prestataires. Donc, généralement, il n'y a pas forcément beaucoup de budget qui est alloué à la partie vidéo. Et pour ça, en fait, le tri, il est vite fait. En fait, à partir du moment où j'envoie ma brochure, naturellement, même si moi, j'ai envie de faire ce mariage-là, parce que moi, je ne fais pas de sélection en fonction des profils de chacun, indirectement, le prix fait la sélection pour moi. Donc ouais. Donc là, aujourd'hui, tu arrives quand même à un moment où tu es assez... pas assis, mais je veux dire, tu es un peu reconnu dans ce milieu-là, ou du moins ta stratégie était en place, quoi, dans ce milieu-là. Si tu reprends un petit peu, tu vois, tes débuts, ou si c'était à refaire, est-ce qu'il y a plus d'axes de communication que tu pousserais plus qu'une autre, tu vois? Est-ce que tu conseillerais plus de faire du shooting d'inspiration, axer sur tes réseaux sociaux, gérer bien ton réseau pour parler autour de toi, tu vois? Avec du recul, qu'est-ce qui a le mieux marché, en fait, dans ta réussite, entre guillemets? Comme tu l'as bien résumé, en vrai, c'est ça. Hein, en vrai, le réseau est primordial, tu vois. Parce qu'en fait, c'est... notamment dans le mariage, où, comme j'ai dit précédemment, c'est 100% humain. En fait, si jamais sur un mariage, tu te montres, je sais pas, odieux, tu te montres pas professionnel, en fait, ça va vite se faire savoir. Et en fait, tu peux très vite être cramé. Donc, c'est quand même important d'être professionnel et en fait, de lier pour moi le savoir-faire avec le savoir-être. Le savoir-être a une notion qui me tient à cœur et que je trouve aussi très importante dans l'univers du mariage, parce que tu es en interaction avec beaucoup de personnes. Et si pour moi, tu véhicules pas les bonnes valeurs, en fait, ça va vite se faire ressentir et tu pourras pas évoluer comme il faut. Donc pour ça, le réseau peut jouer un rôle très positif comme très négatif en fonction de la perception qu'ils ont de toi. Donc le réseau, et effectivement, après, c'est la capacité que tu as à communiquer. C'est vrai que moi, de par les réseaux sociaux, j'ai essayé aussi de m'adapter aux nouvelles tendances en intégrant par exemple beaucoup de formats courts sur Instagram avec des reels, etc. pour aussi montrer mon travail, mais de manière, on va dire, plus actuelle. J'essaie aussi d'être présent sur différentes plateformes. Et puis après, comme on a parlé un petit peu, les shootings d'inspiration, c'est aussi un bon mix entre te permettre d'avoir de la matière qui soit intéressante, avec laquelle tu vas pouvoir communiquer, et aussi pouvoir continuer à construire ton réseau et faire en sorte que ça évolue dans le bon sens. Ouais. Ok.
Est-ce que tu te vois... Parce que là, est-ce que tu te considères comme vidéaste de mariage, vidéaste corpo, vidéaste mixte, tu vois? C'est quoi ton... est-ce que tu as une clientèle précise ou une cible, on va dire, précise? En général? Ouais, dans ton positionnement, tu vois. Est-ce que tu as... Comment tu te considères aujourd'hui? T'es quoi? T'es quoi? Bah écoute, moi en fait, je me suis fait... Je réfléchissais à ça avant l'épisode parce que c'est vrai que je me doutais que cette question, elle allait tomber. Et en fait, je savais pas trop comment me décrire. Bah, pour moi, je reste un vidéaste. Mais je sais que j'aspire quand même dans le futur à quand même garder la production vidéo. Mais je sais que ce qui me plaît aussi, c'est de construire des projets autour de la vidéo. Pas forcément de la production audiovisuelle. Mais du coup, je sais pas si je dois me considérer comme un entrepreneur vidéo ou juste un vidéaste. Mais je sais que je ne serai pas le meilleur vidéaste si je ne ferai pas les plus grosses productions. Mais au contraire, je sais qu'à l'avenir, j'aimerais bien tendre vers toujours continuer à faire des vidéos du mieux possible, mais peut-être aussi développer des projets plus business autour de la vidéo. Je sais que c'est un axe de développement qui me plairait. Ouais. Tiens, ouais. Ça va bien avec ton profil, parce que c'est quand on était en master, c'est pareil, t'étais plus attiré par ton projet restauration, par le fait d'entreprendre. Ensuite, il y a eu la vidéo. Ensuite, il y aura peut-être d'autres projets derrière. C'est pour ça que c'est intéressant. Tu as dit, je suis peut-être plus entrepreneur dans la vidéo que vidéaste. Ouais. Et ça, c'est un terme que peu de gens arrivent, entre guillemets, à accepter, mais c'est un peu le cas, en fait. C'est quand tu commences à toucher à plusieurs projets différents, à avoir l'ambition de faire autre chose, à faire plusieurs types de vidéos, ça reste de l'entrepreneuriat, quoi. Puis c'est pas un gros mot. Bah ouais, non, c'est clair. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus. Comment tu te vois, toi, également? Bon, me permet de switcher. C'est pas évident à dire. Moi, j'aime bien le terme créateur de contenu parce que ça englobe plein de choses, en fait. Aujourd'hui, il y a de la création de contenu pour des clients, la création de contenu pour les réseaux sociaux, pour des formations, etc. Donc, c'est large. C'est peut-être un peu... tu prends pas de risque en disant ça. Ouais. Mais moi, le terme entrepreneur, ça me parle beaucoup. Parce que du coup, il y a certes l'aspect un peu passion d'avoir la caméra entre les mains, de faire des belles images et tout. Mais moi, je sais que je suis passionné par le fait de faire des projets, de faire grossir des choses. Là, aujourd'hui, on a des bureaux, on a des locaux, j'ai des gens qui travaillent avec moi et tout. Et il y a ce côté-là qui est cool de monter quelque chose. Et c'est assez dur d'ailleurs parce que je touche de moins en moins à la caméra. Bah oui. Et c'est pas hyper évident à faire. Et donc du coup c'est pour ça que si pour moi je reste quand même vidéaste parce que c'est ce que j'adore et je pense que ça je le perdrai jamais, mais le terme entrepreneur dans la vidéo, bien que ça peut être un peu péjoratif, mais moi il me parle bien quand même, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est pour ça que je me suis permis de te renvoyer dans la sauce, la balle parce que je sais, on connaît tes projets actuels avec Vidéaste Pro, etc. Et je sais que mine de rien, indirectement, au-delà de la partie vidéo, en fait, tu commences à toucher à plein d'autres choses quand tu crées notamment ton école sur la partie communication, sur la partie marketing, sur le développement d'offres, etc. Et ça, mine de rien, on approche plus on est plus limite dans une optique un peu entrepreneuriale que purement créative vidéo. Et c'est vrai que c'est aussi intéressant de développer ces choses-là. Ouais. Même n'importe quel vidéaste, en fait. Quand tu te lances dans la vidéo, regarde, toi, tu t'es lancé dans la vidéo de mariage, il a fallu que tu apprennes à faire un site internet, une communication sur Instagram, une tarification, de la négociation client. Enfin, tu vois, quand tu fais de la vidéo, tu as tout le package de l'entrepreneur. Donc, c'est pour ça que c'est pas un... Tu vois, je me reprends parce que je disais que c'est un peu péjoratif. Non, enfin, faut pas que ça le soit parce que tu es entrepreneur dans la vidéo. Il y a pas un seul vidéaste, alors à son compte, qui vient, juste qui fait la vidéo, qui repart. Tu vois. Ouais, c'est clair. Sauf ceux qui sont en salariat ou dans des structures un peu plus audiovisuelles. Mais tu es entrepreneur quand tu es vidéaste à ton compte, parce que tu as 1000 trucs à faire, quoi. Ok, on va arriver sur la fin du podcast. Sachant, donc là, ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans la vidéo, à peu près? Fin 2019, donc je te laisse faire le calcul.
fin 2019 du coup. Non, bah, 4 ans et demi, un peu plus de 4 ans. Ouais. Est-ce que tu vois, il y a des choses où tu te dis à refaire, j'aurais pas fait ça, tu vois? Est-ce que tu vois, t'arrives à avoir ce recul-là où tu te dis, si je repartais de zéro, je ferais pas ces erreurs-là? Bah, moi, une des plus grosses luttes que j'ai à l'heure actuelle, c'est effectivement le fait d'avoir du coup plusieurs entités à gérer. Et c'est vrai que d'un côté, c'est positif parce que je sais que chaque activité a sa niche, a sa clientèle, a sa communication. Mais c'est aussi très fatigant au quotidien. Et peut-être avec du recul, je ne sais pas si j'essaierais de limiter ça. Essayer de regrouper peut-être différentes choses, je ne sais pas. Mais après, globalement, en regardant mon parcours, non, enfin, tout s'est fait naturellement. Il y a forcément des choses qui ne sont pas passées comme peut-être je le voulais, etc. Mais je prends, on va dire, mon évolution comme elle vient et je n'ai pas de regrets pas particuliers. Donc non. Ok. On va arriver à la fin du coup là du podcast. Où est-ce qu'on renvoie les gens? Oh là. Oh là, bah attends, t'as un carnet pour noter parce que... Alors, le compte Instagram. Bah non, mais effectivement, comme je développe plusieurs entités, chaque entité a un compte Instagram à minima et aussi des fois un site internet. Donc effectivement, bah, je ramènerai plus les gens quand même sur mon compte Instagram historique qui est Pierre Froger, qui n'est pas forcément le plus actif, mais normalement sur Instagram, ils peuvent aller voir justement en miniature les différentes marques, parce que c'est des marques que j'essaie de développer dans la vidéo. Donc à savoir Pierre Froger Films pour le mariage, Actuel pour la partie agence et Vite Vidéaste pour la partie média. Donc voilà. Ouais, dans tous les cas, on mettra les liens dans le truc là, dans la description. Merci beaucoup Pierre. Bah merci à toi. Pour ton temps, c'était assez intéressant. Moi qui connais moins... Assez intéressant. C'était intéressant. Moi qui connais pas trop la vidéo de mariage, en fait, bah, j'ai appris plein de choses. Bah ouais, en vrai, pour ceux qui veulent découvrir un peu plus, je les invite effectivement à découvrir mon travail sur Pierre Froger Films. Mais ouais, c'était intéressant. Et puis au final, je sais pas si tu voulais en parler, mais on a fait une masterclass récemment sur Vidéaste Pro, où les membres de l'école justement ont accès à une masterclass d'1h30 qu'on a fait ensemble sur la vidéo de mariage, avec en fait un premier plan d'action pour ceux qui voudraient se lancer et entre guillemets réussir dans la vidéo de mariage. Donc on a pu aussi en discuter plus en détail, on va dire. Là c'est vrai qu'on est resté en surface. Un peu en surface, mais c'est vrai que on a parlé un peu plus de stratégie, de positionnement, etc. Donc, ouais, merci pour la passe D. C'est vrai que j'en ai pas spécialement parlé, mais ouais, c'est vrai qu'on a fait cette partie-là où d'ailleurs c'était très intéressant parce que tu évoques un peu un plan d'action. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec ce type de masterclass, c'est que du coup, on peut avoir pas mal de choses à dire sur cette partie-là. Ça n'empêche que, comme tu l'as dit, c'est une pratique qui est tellement à part qu'il y a des règles, des choses à faire, ou du moins une manière de faire les choses que tu fais pas dans du corpo, que tu fais pas dans du clip musical ou autre chose. Donc, bah écoute Pierre, merci. On te souhaite plein de choses. Putain, j'arrive pas à le finir ce putain de podcast, c'est terrible. Et tu sais quoi, au pire, c'est ciao. C'est ciao. Allez. J'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez justement la version entière de notre discussion avec Pierre, je vous mets le lien en description. Et nous, on se dit à la prochaine. La bise.